Bonjour à tous, me revoilà après 4 mois d'absence, et oui, pas de NBA pendant 4 mois, donc pas de vidéo sur NBA, mais ça y est, la NBA reprend. Nous sommes le 31 juillet, enfin 30 juillet, et la NBA reprend, c'est inédit, c'est du jamais vu de voir de la NBA à cette période-là de l'année, c'est assez particulier, les conditions vont être très particulières, j'y reviendrai un petit peu. Parce qu'il n'y a que 2 matchs ce soir, donc je vais pouvoir vous faire un petit topo. Je vais commencer par ça d'abord, pour vous faire un topo de un peu comment ça va se passer, le déroulement, etc. pour les playoffs, enfin, un peu tout. Je vais essayer d'être le plus complet possible, mais sans trop vous embrouiller, parce qu'honnêtement, c'est le bordel. C'est vraiment le bordel dans l'organisation, mais c'est normal parce que c'est inédit. Voilà, je suis très très curieux de voir comment tout ça va se passer. Il y a plein de facteurs qui nous sont totalement inconnus en fait. Donc ça rend les matchs vraiment hyper intéressants à regarder. Mais en tant que parieur, il va falloir être méfiant. Moi, ce que j'ai conseillé aux membres là, qui sont abonnés, c'est de commencer par diviser ses mises par 3. Moi, c'est ce que je vais faire à titre personnel, parce que on va un petit peu dans l'inconnu. Enfin, on va dans l'inconnu. Alors après, l'avantage, c'est qu'on parie, sur le volume. Et parier sur le volume en NBA, j'ai déjà dit des milliers de fois, vous le savez, c'est la clé. Voilà, tout en faisant attention à la cotation, etc. Je vais pas revenir là-dessus, mais voilà, c'est très important. Et du coup, ça permet en fait de s'en sortir sans problème, en fait, tout simplement. On va voir ça au fur et à mesure des jours, de toute façon. Donc, pour vous faire un petit topo, avant de parler des 2 matchs de ce soir, comment ça se passe? Donc, il y a 22 équipes. Il y en a 13 de l'Ouest. Il y en a 9 à l'Est. Je rappelle, il y a 8 places pour aller en play-off. Donc là, le ballottage favorable à l'Est est pour Orlando. Le 9e, c'est Washington. Le ballottage favorable côté Ouest, il est pour Memphis, qui est actuellement 8e. Derrière, il y a New Orleans, Spurs, Sacramento, Phoenix, et je crois que j'ai rien oublié. Et Portland, bien évidemment. Donc voilà les 5 équipes qui vont se battre à l'Ouest. Donc on va avoir une bataille féroce à l'Ouest, très clairement. Après l'organisation, il y a des choses claires, il y a des choses pas claires. Il y a des choses qui me font dire que la Ligue fait en sorte d'essayer que Portland aille en playoff. Voilà, Lillard, tout simplement, qui est une superstar. Voilà, c'est toujours bien pour la Ligue d'avoir des superstars supplémentaires en playoff. Donc je pense qu'il y a une petite partie qui est pour ça, Portland est avantagé, etc. Faut savoir, par exemple, que Memphis va avoir un calendrier très corsé. Donc, qu'on soit d'accord, les équipes vont jouer 8 matchs de saison régulière. Ok. Donc voilà. Après, si on part encore plus loin sur la draft, c'est n'importe quoi, parce que ça veut dire que les équipes qui ne sont pas à Orlando, puisque les matchs vont se disputer à Orlando, je pense à Atlanta, Minnesota, les équipes comme ça, elles vont jouer moins de matchs que ces équipes-là. Les Warriors, pareil, par exemple. Et si vous voulez, pour la draft, ça compte pour le classement, parce que si ton classement est pourri, plus tu as de chances d'avoir un meilleur tour de draft. Enfin, vous voyez, c'est pour ça que tout n'est pas clair, c'est le bordel. Enfin bref, je ne vais pas vous embrouiller. Donc ce qu'il faut vraiment savoir, c'est qu'il y a 8 places pour les playoffs, ça joue entre Orlando, Washington à l'Est, qu'à l'Ouest, c'est le bordel entre 6 équipes, tout simplement. Et il faut savoir qu'après ces 8 matchs, pour que, par exemple, là c'est Memphis qui est 8e en ballottage favorable, il faut qu'ils aient 4 victoires d'avance sur le 9e. D'accord? S'il y a en dessous de 4 victoires d'écart entre le 8e et le 9e, il y aura une espèce de mort subite entre le 8e et le 9e. Pendant cette mort subite, si je prends l'exemple que c'est Memphis qui finit 8e et Portland a moins de 4 matchs de retard, donc Portland est 9e. Du coup, elles s'affrontent. Au premier match, si Memphis gagne, Memphis qui est 8e gagne, Memphis va en playoff. Si sur ce match-là, c'est Portland qui gagne, il y a un deuxième match entre Portland et Memphis. D'accord? Et le vainqueur de ce match-là
va en playoff. Voilà. Après, pour les playoffs, c'est du classique. C'est comme avant. C'est 4 matchs gagnants et tu passes au tour suivant. Donc ça, pas de changement pour ça. Le changement est évidemment sur le public, sur l'avantage du terrain, puisque l'avantage du terrain va être inexistant, et c'est pour ça que les grosses équipes, en fait, en général, jouent le jeu jusqu'à la fin de saison, parce que le classement est très important pour recevoir. Parce que si dans une série où tu as 4 matchs gagnants, il y a 3 partout, bah le 7e match, le match décisif, va se jouer chez l'équipe qui avait le meilleur classement en saison régulière. Voilà, tout simplement. Donc par exemple, il y a des équipes, mettons Portland finit 8e, je pense qu'il y a des équipes qui aimeraient pas trop se taper le Lillard en playoff sur des terrains neutres, par exemple. Donc voilà, j'ai fait le tour pour ça. Donc après, je pense que là, même s'il n'y a pas d'avantage du terrain, les équipes vont jouer le jeu. Il n'y a que 8 matchs, pardon. Il y a quand même 4 mois de coupure, c'est énorme, c'est vraiment énorme. C'est un peu comme si c'était une nouvelle saison. Les joueurs, ils sont en manque de rythme complet, d'accord? Donc il va falloir reprendre le rythme. Le travail collectif, parce que ok, pendant 4 mois, alors voilà, les mecs sont millionnaires, donc chez eux ils ont un terrain de basket, ils sont entraînés, ils ont shooté, etc., pas de souci, mais le travail collectif, il n'y en a pas eu, et c'est très important, notamment le travail collectif défensif pour les playoffs. Les automatismes offensifs comme défensifs, ils ont un peu disparu, forcément au bout de 4 mois, c'est comme une nouvelle saison, comme je vous ai dit, c'est sachant qu'en plus il y a des joueurs qui ne vont pas jouer, qui ont refusé de jouer, Avery Bradley par exemple, aux Lakers, pour ne citer que lui, mais voilà, donc forcément ça change beaucoup de choses. Donc c'est très intriguant, ça va être très intéressant à suivre. À parier, il va vraiment falloir être méfiant, et par exemple sur les premiers matchs, parier sur les win équipes peut être compliqué. Parce que on peut avoir un peu tout et un peu rien, c'est compliqué. Je pense que ça va vraiment être aux performances individuelles que ça va se jouer, vraiment, plus que collectivement. Ça va vraiment être compliqué. De toute façon, on va y aller jour après jour, on va se faire des topos jour après jour, voir un petit peu l'évolution des choses, comment ça se passe. Déjà, on va en savoir un petit peu plus ce soir sur les 4 équipes, par rapport aux 2 matchs. Mais voilà, c'est très intriguant. Bon, je pense avoir été complet. Après, si vous avez des questions par rapport au déroulement de cette fin de saison, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vous répondrai. Ou d'autres personnes parmi vous pourront répondre à ma place. Parce que des messages que j'ai reçus pendant ces 4 mois, je vois que beaucoup suivent les infos et les actualités NBA. Donc voilà. On commence. Utah, New Orleans, c'est parti. Donc je sais pas si vous avez vu sur Snap hier, j'ai mis des joueurs sur les premiers matchs qui m'intriguent, qu'il faudra suivre. Quand je dis ça, c'est pas forcément qu'il va falloir parier sur ces joueurs-là, non. C'est parce que je me pose la question de. Donc je parle de Utah, New Orleans. Utah, j'ai mis Donovan Mitchell, Mike Conley. New Orleans, j'ai parlé de Zion Williamson. Pourquoi ? Parce que Mike Conley est arrivé donc à l'intersaison à l'été dernier, et Rubio est parti, l'ancien meneur du Jazz qui est parti donc à Phoenix, et il m'a extrêmement déçu, et il n'y a aucune cohésion avec Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, c'est un joueur qui a surpris tout son monde quand il est arrivé en NBA, très jeune, beaucoup de talent. Tu voyais une marge de progression énorme, et finalement cette année il n'a pas du tout progressé, au contraire j'ai l'impression. Donc à voir pour ces 2 joueurs là, parce que Mike Conley est un croqueur de ballon, Donovan Mitchell est un croqueur de ballon, c'est compliqué, c'est un peu comme si vous voulez avec Houston, avec Westbrook et Harden, sauf qu'il y a une différence entre s'appeler James Harden, Russell Westbrook, et s'appeler Mike Conley et Donovan Mitchell, c'est quand même pas de la même trempe. Donc voilà, c'est un peu le souci côté Jazz, donc j'ai envie de voir comment ça va évoluer, parce qu'on a vu que Mike Conley a quand même raté de nombreux matchs, donc par exemple en tant que parieur c'était une aubaine si vous voulez pour prendre les stats de Donovan Mitchell, que là le fait que les 2 soient associés, forcément ça rend plus compliqué à jouer les stats individuels sur ces joueurs là. Côté New Orleans, Zion, j'ai mis Zion à suivre parce que voilà, c'est
entre guillemets la nouvelle star de la NBA. On attend de voir ce que ça va donner. Apparemment, il est sur chaud. J'attends de voir. Il y a eu des matchs de pré-saison, etc. Mais les matchs de pré-saison, là, ils en ont joué 3 chacun. Ça va un peu tout et rien dire. Donc voilà. Moi, je m'appuie pas du tout sur les matchs de pré-saison, quels que soient les scores. Voilà. Donc, Utah, New Orleans pour ce soir. C'est parti. Merde. RotoWire. Pourquoi je l'ai pas ouvert? Tac. Pour voir, parce que je crois que Zion, par exemple, ce soir est incertain. Et côté Jazz, il me semble avoir vu que Bogdanovic ne joue pas. Donc Bogdanovic est un joueur essentiel cette saison pour le Jazz qui apporte beaucoup de points. Donc c'est à l'avantage de New Orleans, forcément, cette absence. Zion sera pas là, on ne sait pas encore. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même une donnée importante à savoir. Cotation. Donc New Orleans est favori. Ouais, j'avais vu ce que j'avais vu hier quand je vous ai posté sur Snap. Et la cote par contre pour le Jazz a monté. Ça veut dire que la tendance est plus sur les Pels ce soir. Alors, on a deux équipes qui ont un style de jeu complètement différent. New Orleans, c'est une équipe qui court beaucoup, qui va jouer énormément de possessions rapide, d'accord. Que le Jazz est plus une équipe, une franchise qui va aller au bout des 24 secondes de possession, chercher le meilleur shoot possible. Alors que la New Orleans, c'est un peu comme Houston, ça shoot un peu de tout et n'importe comment et n'importe quand. Après, ils ont les joueurs pour le faire, on est d'accord. Jrue Holiday, Ingram, JJ Redick, voilà. Donc la New Orleans est une équipe qui a tendance à mettre beaucoup de points dans ses matchs, mais à en prendre beaucoup. A l'inverse, le Jazz est une équipe défensive qui, en général, va marquer à peu près 100 points par match, mais va en prendre que 100 aussi. Donc la clé, en fait, ça va être que si on a un gros score dans ce match, si y a vraiment beaucoup de scoring, c'est à l'avantage de la New Orleans. En revanche, s'il y a peu de scoring, si la New Orleans n'est pas très à droite, si leur jeu en transition, et c'est là que Utah peut être très fort, si Utah arrive à couper le jeu en transition de la New Orleans peut être en danger. Après, il manque quand même un artificier de choix côté Jazz, c'est Bogdanovic. Il va vraiment falloir un gros Donovan Mitchell ce soir pour Utah et un bon Mike Conley. Rudy Gobert dans la peinture, je sais pas qui c'est qui va jouer poste 5 côté Nola ce soir. Favors, donc il va se faire défoncer. Gobert, il a un avantage monstre dans la raquette. Donc là, rien que comme ça, sachant que Nola est une équipe qui shoot beaucoup, faut voir le cut de rebond de Monsieur Gobert. Ça peut être intéressant, les rebonds de Rudy Gobert ce soir. À voir, je regarderai tout à l'heure. Pour revenir sur ce match, pour le coup, c'est vraiment un 50-50. Donc, quand c'est un 50-50, avantage forcément à la plus grosse cote. Ça va être plus rentable si vous voulez sur le long terme. Par exemple, de prendre le Jazz ce soir à 2,34 plutôt que Nola à même pas 1,70. Mais c'est vrai que un handicap inversé, parce que je vois pas une pilule en fait. Si vous voulez, je vois pas une pilule de la New Orleans, sauf s'ils mettent tout dedans. Mais si on part sur des bases où le taux de réussite des deux équipes est quasiment équivaut, le Jazz peut perdre, mais il va pas prendre 10 points dans la tronche, quoi. Après là, il est de plus 3. Ouais, plus 3, c'est compliqué à prendre un plus 3. Un plus 4, plus 5, ce serait bien. Utah gagne ou perd par 5 points ou moins. Ça peut être pas mal à prendre ce soir. Ouais, comme ça à première vue, parce que là, je vous le dis, je vous le répète, c'est vraiment une preview. Je réfléchis vraiment sur le match là, en même temps que vous faire cette vidéo là. Après, je repousse mon truc un peu plus en soirée. Mais c'est vrai que je vois un 111-107 pour l'une ou l'autre équipe me paraît viable. On devra donc l'under over. Ouais, le cut est haut, c'est normal parce que là Nola est une équipe qui met beaucoup de points, mais qui défend pas très bien. Donc ils ont tendance à en prendre beaucoup, mais le Jazz n'est pas réputé pour mettre beaucoup de points, et sachant que Bogdanovic n'est pas là.
Et Utah c'est quand même très bien défendre. Et c'est vrai que à part les joueurs extérieurs, ça va être difficile pour Nola à l'intérieur. Alors oui, il y a Zion, mais il y a quand même Rudy en face. Donc il aura pas, voilà, physiquement, et il va se manger Rudy, ça va pas être simple non plus pour lui. Ça va pas être simple non plus pour Rudy, hein, bien évidemment. Mais je pense que je serais plus sur un under 220. L'under 220.5 est plutôt cool, je pense, à prendre. Parce que là, il a 224 sur Pinacle. Donc là, il est sur... Bah, en même temps, on va regarder les stats de Rudy. Putain, je suis perdu. Enfin, 4 mois, hein. 4 mois, hein. Écart entre les équipes. Ne perd pas... Ouais, elle est dégueulasse, la cote. 1,52, non, elle est pas dégueulasse, mais elle est pas hyper cool. Total de points, ça que je veux. Ah ouais. Moins de 201. Ouais, under 222, il est cool à prendre. Hein. Under 222 points. Après, ça va jouer à ces alentours-là. Hein. On va pas y avoir 98 à 95, enfin peut-être, mais c'est pas le plus probable. Le plus probable, franchement, dans ce match-là, c'est que ouais, on est à un 100, 107 ou un 115, ouais, ou 115, 109 quoi. Et du coup, ça ferait sauter l'under, un 115, 109. Mais après, voilà, si vous voulez partir sur un under 226, pourquoi pas. Je vois pas un 130, 120 quoi dans ce match-là. Quoi. Enfin. J'ai du mal à y croire en fait. Même si les défenses, voilà, c'est la reprise, vont pas être super rodées. Voilà, j'ai quand même tendance à avoir du mal à voir énormément de points dans ce match-là. Donc l'under peut être plutôt cool. Under 220, 224 comme vous voulez. Ça me paraît plutôt intéressant. En rebond, ouais, 12.5, ouais. Il peut en prendre 20 Rudy ce soir. Bon, il peut en prendre 11 comme il peut en prendre 20 hein, ce soir, hein, ou 22 même. Donc ça dépend de l'adresse de Nola. Après, le petit souci, entre guillemets, c'est qu'il va se taper Favors. Favors, c'est un joueur qui est capable de shooter, entre guillemets, à l'extérieur. Donc ça a obligé Rudy à sortir de la peinture. Mais après, on connaît la puissance tactique du Jazz par rapport à ça, et ils savent gérer. Mais c'est vrai que, après, la tendance, clairement, pour Rudy ce soir, est de prendre 14 rebonds. Quoi, hein. Voilà, il y a des chances que notre Rudy national prenne 14 rebonds. Après, un autre stat individuel au niveau des scoreurs. Au niveau des scoreurs, oui, forcément, ça joue entre Mitchell et Ingram, logiquement. Zion a son mot à dire, mais je pense pas que Zion ce soir va nous faire un carton. Je pense que côté Nola, il va vraiment falloir être adroit à l'extérieur. Donc du Drew Holiday, du Ingram, du JJ Redick. Alors que le Jazz, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, ça pourra attaquer. Parce que Nola, c'est pas une équipe réputée pour être bonne défensivement. Même si, attention, hein, Drew Holiday est un excellent défenseur, hein, l'arrière de New Orleans. Le problème, c'est qu'il est un peu trop seul, quoi. Hein. C'est pas Lonzo Ball qui va défendre, par exemple. Donc voilà. Pour le scoring, faut que je réfléchisse. Je vais pas faire durer la vidéo. Ouais, Mitchell, ça mettra 20 points, ça paraît logique. Ingram, ça devrait mettre 20 points aussi. Ce qui peut être intéressant, voilà, c'est de faire les combos. Après, ils sont hauts là, 60 points, les deux joueurs marquent 60 points ou plus, ça fait beaucoup quand même. Ah, il y a moins. Voilà, 45 ou plus. Ça peut se tenter, les deux joueurs marquent 50 points ou plus. Ce sera pas déconnant ce soir de voir un Mitchell ou un Ingram, l'un des deux à 30 points et l'autre dans les 20-25. Très clairement. Donc ça peut être plutôt cool à prendre ça. Comme en plus la cote est plutôt sympa. Voilà, le Mitchell, Ingram, 50 points ou plus au cumul. Parce que je pense que le scoring va partir de Mitchell, en l'absence de Bogdanovic, aura beaucoup plus de responsabilités offensives qu'à l'habitude. Va falloir voir comment Conley va jouer aussi, s'il va pas trop croquer le ballon. Mais ça peut être intéressant. Et côté Nola, Ingram était sur chaud en début de saison. Et je pense que il va rester sur le même rythme. Hein. Je vois pas pourquoi ça changerait. La confiance est restée. Les joueurs, pendant 4 mois, ils ont que ça à foutre. Shooter. Donc, ouais, il est intéressant celui-là. 50 points ou plus des deux joueurs. Je pense avoir fait le tour sur ce match-là. Donc, plutôt partir sur un handicap inversé de Jazz. Plutôt sur un under. Et sur le scoring, pourquoi pas de Mitchell cumulé à celui d'Ingram. Et voir les rebonds de Rudy Gobert.
Voilà, c'est les 4 bêtes qui me paraissent intéressants à prendre sur ce match-là. Deuxième match qui est hyper intéressant, alléchant. Clippers-Lakers. Alors honnêtement, il fait beaucoup parler, un peu moins parler. Moi, il m'intéresse presque pas en fait ce match-là, parce qu'il a pas, c'est la reprise, c'est dans des conditions particulières. Paul George est là, Kawhi Leonard est là, LeBron James incertain. J'ai vu l'info ce matin, on le savait pas hier, c'est tombé ce matin, et Davis incertain. Alors si t'as pas Davis ni LeBron, les Lakers ils sont morts. On est bien d'accord. Je pense que l'un des deux va jouer. En fait, il n'y a rien à dire sur ce match-là. Moi, honnêtement, je vous le dis, je vais pas parler de ce match-là, mais strictement rien du tout, parce que ça a aucun intérêt. C'est un derby, c'est dans des conditions inédites, c'est voilà. Après, il faut quand même prendre en compte que côté Clippers, Montrezl Harrell, poste 5, sera pas là, qui dégage énormément d'énergie, d'intensité sur un terrain, donc ça porte forcément ses coéquipiers. Il n'est pas là. Pat Beverley n'est pas là. Le meneur, qui est le meneur le plus défensif de la ligue, n'est pas là. Que Lou Williams, le meilleur 6e homme depuis au moins 3-4 ans, n'est pas là. C'est un joueur qui apporte 20-25 points par match aux Clippers, n'est pas là. Donc voilà. Après, honnêtement, tout peut se passer dans ce match-là. Donc si tout peut se passer, autant partir sur les Clippers, j'ai envie de vous dire. Même si vous connaissez ma préférence pour les Lakers de LeBron, forcément. Mais objectivement, vaut mieux partir sur les Clippers, quoi. Mais après, sincèrement, vaut mieux partir sur ni l'un ni l'autre, tout simplement. S'il y a un pronostic à faire sur ce match-là, que je vais pas toucher, hein, parce que je vous le dis, je ne toucherai pas à ce match-là, c'est partir sur un over 215. Plus de 215 points dans ce match-là. Par exemple, tout à l'heure on parlait de Utah à New Orleans, et ben je vois peut-être plus de scoring entre les Lakers et les Clippers qu'entre le Jazz et la New Orleans. Voilà, c'est un peu mon ressenti sur ce match-là, mais j'ai rien parié aussi bien sur les équipes, sur l'over-under que sur les stats individuelles. Et donc Utah, New Orleans, j'ai été complet. Je pense avoir fait le tour, j'espère avoir été clair. Voilà, ça fait 4 mois que j'avais pas fait de vidéo, là c'est la reprise. J'espère avoir été clair sur ces matchs-là. Et puis rendez-vous demain. Et j'espère avoir été aussi clair, sur le topo un petit peu au début de comment ça va se passer là pendant 3-4 mois. Voilà, à savoir que la prochaine saison, parce que du coup là la finale playoff est programmée je crois le 12 octobre. Et la reprise de la prochaine saison NBA sera programmée pour Noël, apparemment. Donc ils n'auraient que 2 mois de vacances, donc ça fait très court. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à demain pour une vidéo peut-être un petit peu plus longue puisqu'il y a plus de matchs et puis on va pouvoir revenir un petit peu sur les 2 matchs de ce soir. Donc voilà, méfiez-vous en termes de paris, vraiment. Vous enflammez pas. De toute façon, il ne faut jamais jouer sa vie sur un pronostic, on est bien d'accord. Mais là, il ne faut vraiment pas s'enflammer. Ça ne sert à rien d'aller flamber ou quoi que ce soit. C'est vraiment inutile. Voilà. Bonne soirée à tous. À demain. Ciao, ciao.